Et quand tu étais au collège, lycée, que tu commençais à te cultiver, te documenter, t'étais plus attiré par les femmes ou par les hommes ou tu savais pas trop? En fait, je savais pas trop parce qu'il y avait ce truc où en fait, quand j'ai commencé à traîner avec les filles au collège et tout, elles pouvaient date pour les garçons, genre. Et moi, j'étais là, mais c'est comme si je comprenais pas le. Tu sais, je comprenais pas. Est-ce que, si je peux me permettre, tu as changé de coup? On va me dire des trucs homophobes parce qu'on va voir que je suis avec des personnes gays, avec d'autres personnes trans, etc. Donc, mais moi, j'ai eu de la chance de jamais subir vraiment d'agression transphobe. Après, il y a des fois, on va dire des choses c'est plus du fétichisme, on va dire, que vraiment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Chien et Loup, l'émission où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Jasmin et comme toujours, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Blandy. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, encore une fois. Comment vas-tu, toi, Jasmin? Ben écoute, ça va super. Ta santé mentale, ça va? Ça va, pour aujourd'hui, ça va. Les enfants, ça va? Oui, les enfants se portent bien et comment va le fiston? Ben écoute, ça va très bien, merci. Je te propose aujourd'hui de parler d'un sujet très 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 important, un sujet assez spécial, un sujet qui fait parfois grincer des dents, un sujet qui peut diviser, mais qui mérite d'en parler. Et pour ce faire, nous avons un invité très 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 spécial. On s'est connus en 5e et on se retrouve aujourd'hui 20 ans après. Bienvenue Jelani. Bonjour, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Bah écoute, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un honneur de t'avoir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler de transidentité et homosexualité. Et je trouvais que tu étais la meilleure personne pour en parler, pour nous éduquer. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais pourquoi ils traitent ce sujet? Mais ils vont voir que justement, on va avoir une approche bienveillante. On va essayer vraiment de comprendre cela, de comprendre justement quels sont les mécanismes, quels sont les groupes qui existent pour protéger justement cette communauté, quelles sont les idées reçues, les idées que peuvent avoir, quelles sont les stigmatisations. Et pour ce faire, je vous propose qu'on commence par le commencement, parce que moi, en faisant des recherches, j'ai vu qu'en fait, tout ce qui est transidentité et homosexualité, c'était bien vu à l'époque. Et quand je dis l'époque, je parle de la Grèce antique. Avant, être homosexuel, c'était accepté. C'était accepté, c'était même valorisé. Même en Inde, en Chine, en Mésopotamie, il y avait déjà des transsexuels. C'était vu un peu comme des divinités et autres. Et ensuite, ça a commencé à évoluer. Et là, on a commencé, notamment en Occident et en Amérique du Nord, à être vraiment, à réfuter cette idée-là. On a commencé déjà à instaurer, du coup, tout ce qui était avec l'Église et les religions, donc notamment l'islam, qui ont commencé à dire, voilà, ça c'est un péché. C'est un péché. Il faut pas, du coup, on peut pas, du coup, être homosexuel, transsexuel, pareil, ça c'est un non catégorique. Il y a même des pays en Afrique où certains pays où dès qu'on est homosexuel ou transsexuel, c'est la peine de mort assurée. Et ensuite, il a fallu attendre certains mouvements, notamment au 19e siècle et 20e siècle, avec les mouvements LGBTQ+, pour se dire que, ah oui, en fait, il y avait une communauté qui existe, qui sont des êtres humains comme nous. Ils ont le sang rouge. Et, et du coup, voilà, en fait, il faut les protéger. Et notamment pourquoi moi j'avais envie de parler de ce podcast-là, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de jeunes, justement, ça touche les jeunes qui se suicident parce qu'ils vont subir certains harcèlements et ils sont pas forcément accompagnés. Il y a également le regard de la société. Et je voulais voir avec vous, justement, du coup, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avant c'était accepté? Et pourquoi petit à petit, c'est une chose qui a été mal vue, jusqu'à, pendant un moment, il y a eu une oppression pour ces personnes-là, et aujourd'hui, ça commence à revenir. Comment vous voyez la chose? Écoute, Jelani, je te propose de commencer à répondre. Je pense que, comme tu as expliqué, il y a pas mal de traces dans l'histoire d'existence de personnes, même au niveau du genre transgenre, tout ce qui est relations homosexuelles, etc., que ce soit en Afrique, en Asie, l'existence d'un troisième genre, par exemple, en Inde, comme tu as pu dire et tout. Et je pense que justement, le point commun, c'est déjà la colonisation, pour commencer, qui a fait que
Ben, la Bible, ça a été un peu un outil pour effacer pas mal de parties des identités des personnes qui ont été esclavagisées. Donc ça pouvait être au niveau de l'identité de genre, des croyances, de pas mal de choses. Et du coup, c'est des personnes qui ont dû se conformer un peu à ce qu'on leur disait de être un homme, c'est ça, être une femme, c'est ça. Une famille, c'est ça aussi, comme c'est construit, etc. Et je pense que c'est un peu, aujourd'hui, quand on regarde, ben, justement, quand on parle de normes de genre, masculinité, féminité, on parle aussi de binarité, c'est-à-dire c'est vraiment le 1, le 2, c'est le noir, le blanc, c'est deux cases. Alors qu'en fait, au final, c'est très arbitraire. C'est vraiment, quand on prend du recul et quand on y pense, c'est juste basé sur l'appareil génital d'une personne quand elle va naître. Et il y a tellement de façons de déclinaison possibles, autant qu'il y a d'humains, en fait. Mais moi, j'aurais une question. Est-ce que parce que c'est souvent une question qu'on s'est posée avec Blandy, hormis l'appareil génital, il y a également l'aspect biologique avec les chromosomes. Et ça, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Mais même ça a été prouvé aussi que même au niveau des chromosomes, il y a des personnes qui peuvent avoir XX ou XY et qui vont pas forcément présenter des signes différents du genre assigné à la naissance, tu vois. Il y a aussi ce qu'on appelle les personnes intersexuées, les personnes intersexes aussi. C'est quoi ça? Tu peux expliquer un peu plus? Alors ça, on va dire, c'est le terme militant dans le terme, on va dire, le jargon vulgaire et qui est un terme qui est pas forcément apprécié par les personnes concernées, on va dire, les gens, ils aiment bien dire hermaphrodite, on va dire. C'est ça, C'est ça. Et en fait, c'est des personnes où justement, dès la naissance, par exemple, si les médecins vont voir qu'ils peuvent pas tellement dire dans quelle case mettre la personne, c'est des personnes du coup que j'ai pu rencontrer qui militent parce que en fait du coup ça mène à des opérations sur des nourrissons, des traitements qui peuvent durer des années en fait pour justement ça peut être des hormones, ça peut être des opérations pour justement faire entrer les gens dans un genre prédéfini. Et c'est là qu'on se rend compte que on essaye de dire la nature c'est ça, oui un homme c'est ça, une femme c'est ça. Non, la nature nous prouve que justement il y a des personnes aussi intersexes, etc. Et ça force à remettre en question en fait, est-ce que la binarité de genre devrait se baser sur ça. Après, là, je sais que là, dit comme ça peut faire beaucoup peut-être beaucoup d'informations à digérer. Process, etc. Mais c'est juste un petit point de départ pour essayer de juste creuser et toucher du doigt un peu ce qui est un peu, comme je dis, c'est beaucoup de choses arbitraires ou même, même dans nos communautés, que ce soit les hommes, les femmes, il y a, par exemple, je sais que moi, je suis antillais, c'est-à-dire qu'il y a les hommes, ils peuvent percer leurs oreilles très tôt, etc. Il y a d'autres communautés, en Afrique où ça va être vu comme très féminin ou mal vu, ou un truc de voyou, où justement, on se rend compte que même tout ce qui est le genre, même dans notre communauté et nos communautés intracommunautaires, il y a plein d'interprétations différentes. Donc après, forcément, moi, c'est des choses que j'ai pu y réfléchir, j'ai pu prendre le temps de vraiment réfléchir là-dessus, ce qui m'a amené où je suis, etc. Parce que j'étais dans des milieux militants, parce que j'ai pu aussi avoir la chance d'avoir accès à ce savoir. Et c'est clé un peu pour aussi déconstruire ce formatage qu'on nous fait par rapport à ces choses-là. Après, c'est comme... il y a beaucoup de gens qui disent que aussi il y a des sujets qu'il faut pas imposer aux enfants ou ce genre de choses. Mais il y a déjà des choses qui leur sont un peu suggérées à imposer d'une certaine manière dans ce que c'est le genre, ce que c'est la famille, etc., etc. Après, bien sûr que il y a des façons d'amener les choses pour tous les publics, etc. Mais je pense que faut un peu dédiaboliser. En fait, il y a pas mal de gens qui vont penser que si la lutte LGBTQ+ elle avance, en fait c'est pour que les enfants des gens ils soient gays sans problème, autre. Oui et non, dans le sens où c'est pas pour convertir les enfants des gens, c'est juste pour justement un peu casser cette espèce de prison, tu vois, qui enferme le point un peu des normes de genre et de tout ça sur des enfants et des petites filles et des petits garçons qui peuvent aussi même... Mais j'ai une question, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on essaye de mettre à l'école, de justement faire comprendre aux enfants qu'il y a pas qu'un seul, il y a pas que deux genres, il y a plusieurs genres, etc. Et également sur l'aspect des dessins animés, mettre des dessins animés avec des personnes transgenres, homosexuelles. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou c'est quelque chose qui est un peu, c'est par exemple parce que avec Blandy, pour en avoir parlé avec Blandy, nous on se dit que, et c'est tout à fait normal, je pense que plein de personnes se mettent à notre place. Si demain par exemple nos enfants voient quelque chose, on serait peut-être mal à l'aise de leur expliquer. Ils vont voir, voilà, papa, j'ai vu deux garçons qui se sont embrassés. Ouais. Pourquoi, tu vois? Alors, c'est très intéressant, si je peux me permettre. Et moi, j'ai une anecdote. J'étais dans le métro l'année dernière
et je rentrais chez moi après le boulot et je vois deux filles se bécoter un peu dans le métro, tu vois. Et ça commence d'abord par un petit béco. Donc au début, je t'avoue que je suis pas trop choqué, mais assez surpris. Et après, ça fait 1 et ça fait 2, 3, 4. Et tu vois, sur le coup, je me suis senti un peu inconfortable, alors que normalement, je ne devrais pas. Mais comme Jasmin disait, la réflexion en fait que j'ai eue, c'est si mon fils avait été là ou si ma fille avait été là, qu'est-ce que j'aurais dû leur dire? Donc, de ce fait, c'est vrai que quand on est parent, comme Jasmin aussi le mentionnait, quand on regarde beaucoup même de dessins animés aujourd'hui, on voit par exemple un personnage va avoir 2 papas ou 2 mamans. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est vrai que la société a essayé aujourd'hui de mettre ça en place en disant qu'une famille normalement composée, c'est un homme et une femme. Enfin, c'est comme ça qu'on a tous été éduqués. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on veut aussi nous imposer ça parce que potentiellement la communauté veut aussi que nos enfants deviennent demain homosexuels. Alors, c'est peut-être vrai, cependant, on constate aussi dans les chiffres que les personnes qui deviennent homosexuelles, parfois, la plupart du temps, sont issues d'une relation d'un papa ou d'une maman. Tu vois, donc on peut dire que même si on essaye d'influencer les enfants pour qu'ils deviennent homosexuels, au final, c'est pas forcément ce cas de figure qui est représenté. Et moi, j'avais une question, ça me fait penser, Jelani, que j'aimerais te poser. Et mais c'est vraiment, je veux que tu répondes brièvement. Je veux pas que ça empiète sur l'histoire que tu vas nous raconter après. C'est est-ce qu'on est homosexuel ou on le devient? Je pense que ça, c'est un peu l'œuf et la poule. Okay. Tu vois, je pense que pour moi, il y a pas mal de choses qui sont un peu de l'inexplicable, mais aussi de la construction sociale. Tu vois ce que je veux dire? Comme chaque personne a son vécu, son expérience, et c'est tellement justement une multiplicité d'identités dans cette communauté qu'on pourrait pas, je pense, réduire ça à on est comme ça ou pas. Voilà. Après, comme tu as dit que tu voulais pas que j'empiète sur le site de l'histoire, voilà. Mais moi, je pense que c'est... Une définition, mais pas celle du Larousse. Non, je pense que justement, c'est la question à laquelle on peut toujours pas répondre. Je pense justement que comme Blandji a dit, même si justement on se dit que on va pas montrer à nos enfants telle ou telle chose, il y a des couples hétéros qui ont fait des enfants gays, il y a des couples hétéros qui ont fait des enfants transgenres. Enfin, dans tous les cas, ça arrive que donc c'est... Ouais. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup pour ton retour. Écoute, la première question que voilà, on va un peu te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler de voilà qui tu es aujourd'hui et un peu peut-être nous parler, si possible, de ton passé. En commençant par où, genre mon parcours un peu de comment je me suis rendu compte. À partir de quel moment t'as senti que t'étais pas à l'aise? Alors ça, c'est une question marrante parce que je pense que avant de... Je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. J'explique. En fait, je pense que jeune, après toi, moi, si on s'est connus au collège, j'étais très garçon manqué, etc. Pendant une période, ça veut dire que je pense que pendant tout un moment de ma vie où j'avais pas vraiment le poids de la société par rapport au genre, c'est-à-dire tout ce qui est avant, puberté et tout, quand t'es encore un enfant, on dit... Et moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille assez ouverte d'esprit. On m'a pas forcément forcé à faire ci ou ça. Bon, il y avait quand même ce côté où, bon, j'étais une petite fille, on aimait bien que je sois coquette, etc. Après, ils ont abandonné parce qu'ils ont vu que c'était pas mon truc, que j'étais toujours dans les jogging en train de jouer au foot, etc. Mais je pense que au fond de moi, j'ai toujours su. C'est-à-dire que c'est... Après, faut pas non plus tomber dans les clichés de genre, mais je parle vraiment juste d'un sentiment de... je sais pas, c'est comme si j'ai toujours su. Et après, quand j'ai dû justement un peu quand j'ai compris, je crois que c'était au collège, je crois que c'est 4e, peut-être 3e, ou quand tout le monde est un peu en train de te poser la question, ouais, pourquoi tu traînes qu'avec des garçons? Ouais, pourquoi t'es une fille mais tu t'habilles comme un garçon? En fait, c'était un peu un malaise et je me remettais en question et je me suis dit peut-être que, en gros, j'aurais plus de paix si à ce niveau-là, je fais pas de vagues. En gros, si je rentre un peu dans les rangs, en plus, on me disait toujours, oui, j'étais une jolie petite fille, que aussi j'étais très intelligente, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de rentrer dans les cases et voilà. Après, le temps passe. Je pense que j'avais un petit mal-être ou une sensation où c'est comme si j'étais dans mon corps, mais je pouvais pas me projeter. En fait, c'est comme si
je sentais que ma vie, je pouvais pas saisir toutes les opportunités que je pouvais avoir à portée de main ou autre, alors que j'étais pendant longtemps, j'ai fait mes études, etc. Bon, il y a un moment, à la fac où justement j'ai fait un décrochage scolaire, parce que c'est comme si à l'époque, justement, j'avais pas trop compris à quoi c'était dû. Genre, c'était vraiment cette sensation de, t'as tout pour être bien dans ta vie d'une certaine manière, mais t'as une sorte de vide où tu sens que t'es pas à ta place, où t'es dans des espaces où tu te dis que, bon, et à force, je me posais un peu la question et tout. Après, arrive un moment où je suis tombé sur une série qui s'appelle The L Word. En gros, c'est une série américaine où ça suit principalement des lesbiennes dans leur vie aux States, etc. Et déjà, c'était un peu la première fois que je voyais vraiment une série qui parlait de personnes LGBT et aussi des personnes noires. Okay. C'était pas forcément que des personnes blanches, etc. Okay. Et en plus, c'était un moment où je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était afroféminisme, pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont rejointes pour moi à ce moment-là. Et dans cette série, il y avait le personnage d'un homme trans, mais en fait, avec le recul, c'était fait d'une façon tellement caricaturée, tellement, et aussi c'est un homme trans blanc, donc il y a pas mal de choses où, et en fait, au début dans la série, j'ai vu ça, je me suis dit tiens, et après, c'est comme si j'ai fait un blocage, je me suis dit non, mais en fait, comme il y a pas mal de choses qui étaient représentées, en fait, les séries, c'est pas la vraie vie. Et c'était tellement grossier que je me suis dit, non, moi, ça peut pas être ça, et puis chelou un peu, donc j'ai laissé. Je pense qu'à ce moment-là, je crois que je venais de finir le lycée, je crois que c'était pendant l'année, justement, j'ai pris un temps pour un peu réfléchir, parce que ça allait pas trop, je crois, j'avais 18 ans, 19 ans, tu vois, donc c'était un moment où, tu sais, j'avais des potes et tout, mais c'est comme si ma vie, j'étais pas intéressé par grand chose, en fait. Il y avait des choses qui m'intéressaient, mais j'osais pas j'étais très très réservé, très renfermé sur moi-même, j'osais pas trop parler aux gens. C'est comme si je savais pas trop qui je devais être, en fait. Et après, donc j'ai vu ça. Après, j'ai vu un documentaire sur Arte où justement ça parlait d'hommes transgenres, etc. Vraiment, mais de façon où vraiment c'est du coup des témoignages, des gens qui avaient la parole, où tu vois des vrais hommes transgenres qui parlent et qui s'expriment. Et je pense que ça a été vraiment ça qui m'a dit, en fait, je me dis waouh, ça existe. Waouh, c'est possible. Et c'est là où ça m'a ramené à ce que je vous disais, ce truc de je pense que j'ai toujours su, parce que je pense petit, il y avait ce truc de, je me dis, j'aimerais bien demain, je me réveille, je suis un garçon. Tu sais, des prières, de trucs où tu te dis, tu sais, quand on te dit fais un vœu, ou étoile filante, tu vois, des trucs à la con où t'es petit, tu vois, tu te dis ça. Et j'ai vraiment vu ça, et je me suis dit, waouh, c'est possible, etc. Et pareil, après, j'ai vraiment mis ça dans un coin de ma tête. Parce qu'à l'époque, j'étais pas encore dans les milieux LGBT et tout, c'est-à-dire j'avais pas vraiment de personnes avec qui en parler autre que sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, j'étais un peu seul avec ça dans ma tête. Et je pense que après, donc j'ai poursuivi mes études, j'ai fait des études dans un peu tout ce qui était production culturelle, événementielle, orgas de concerts, festivals, etc. Et pareil, en fait, je voyais que il y a des opportunités à saisir, que j'aimais la vie, que j'aimais ce que je faisais vraiment, que je kiffais, mais il y avait comme un vide et une sensation de pas feeling, genre de pas être et je comprenais pas. Et c'est après quand justement j'ai un peu commencé à oser dire à mes personnes proches de moi que à l'époque, je pensais c'était plutôt l'identité de lesbienne que je revendiquais à ce moment-là. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit peut-être que je voulais devenir un homme parce que la société veut dire que... Je pense que c'était encore du déni à l'époque, mais c'était vraiment ce truc où... En termes d'attirance, excuse-moi de te couper, c'était quand t'étais au collège, lycée, que tu commençais à te cultiver, te documenter, t'étais plus attiré par les femmes ou par les hommes, ou tu savais pas trop? En fait, je savais pas trop, parce qu'il y avait ce truc où, en fait, je voyais mes copines et tout, genre, même quand j'ai commencé à traîner avec les filles au collège et tout, elles pouvaient date pour les garçons, genre, il y a pas de truc où, et moi, j'étais là, mais c'est comme si je comprenais pas tu sais, je comprenais pas. Et je me suis dit, bon, peut-être que, on m'a dit l'école, c'est important, etc., etc. Après, c'est après le lycée, les années sup et tout, je vois que, en fait, c'est comme si les hommes, ils m'intéressent pas du tout. Tu vois, genre, c'est vraiment, tu sens que il y a un blocage, tu vois, même si tu peux plaire ou autre, c'était vraiment comme si ça m'intéressait pas. Et t'as essayé, comme t'as dit, t'étais belle, est-ce que tu t'es fait courtiser? Oui, mais en fait, comme il y avait et t'avais cette barrière. Il y avait cette barrière où, en fait, c'est comme si ça m'intéressait pas, et moi, j'ai toujours été quelqu'un aussi même en amitié ou autre, en fait, je vais pas forcer les choses et puis je pense que justement, comme je savais pas trop comment me positionner et tout, je préférais me dire, je vais pas trop me rapprocher de ça. Après, j'ai compris que du coup, c'était les femmes qui me plaisaient, etc. Et pareil, ça, c'est un truc aussi, je pense que j'ai toujours su, entre guillemets, parce que, les crushs, tu connais les crushs de collège, des trucs comme ça. Et pareil, ça, c'est des époques où
Au collège, tu peux pas dire à tes potes que tu crushes sur une fille, c'était une fille, tu vois ce que je veux dire, surtout à notre époque, peut-être maintenant. Justement, peut-être maintenant, les petits, ils peuvent dire ça, tu vois, mais à l'époque encore, surtout quand justement les gens, ils sont déjà en train de te regarder par rapport à comment tu t'habilles, etc. Ça veut dire que je pense qu'il y a pas mal de petits indices que j'ai pu avoir dans ma vie que j'ai juste... Ouais, Parce que, pareil, pression sociétale, tu vois. Et dis-moi, entre nous, est-ce que t'avais un crush en 5e? En cinquième? En 5e, ouais. En cinquième, je crois pas. Hein. Je crois en cinquième, j'étais pas trop sur ça. Ok, hein, ouais, t'étais en vrai. plus... ouais, ok. Mais du coup, pendant cette période de collège, lycée, t'as eu aucune relation? Non. T'es sorti avec personne? Non, même pas. Même Ok. pas, alors que... Pareil, on m'a dragué et tout, et Ouais. des fois, je me disais, oh, peut-être, et tout. Non, mais c'était vraiment, je pense, c'est juste, j'avais des... Bah, c'est des mecs, je les voyais tellement comme mes potes que je me disais, ah, peut-être que c'est ça d'être intéressé par un garçon. Ok. Après, non. Du coup, je préférais juste pas... Et donc, du coup, on va dire, tu les rejetais un peu et... Ouais, c'était plutôt ça. Et puis, Ouais. oui, alors, il y a des moments où juste ça... Quand aussi, celui en face, il voit que ça mène pas forcément à chose. Ok, quelque d'accord. chose, tu vois, Ok. c'était plutôt... Ok, mais donc, t'essayais pas, entre guillemets, tu sais, parfois, tu vas un peu entretenir la femme dès le début pour faire un peu genre. Même et puis pas. après, tu dis, bah, en fait, c'est mort, quoi. En fait, j'avais vraiment ce truc, je pense que c'est pas bien, mais j'avais un peu aussi un mépris, je sais pas comment expliquer. Genre, quand je parlais avec les garçons, j'étais en mode, mais qu'est-ce que mes copines elles trouvent à ça, tu vois, qu'est-ce qui est bien dans ça, qu'est-ce que... Tu vois, c'était vraiment ça. Et c'est après, quand... Bah, je crois que c'était au lycée, hein. Je crois au lycée, j'ai crushé sur vraiment une fille dans mon lycée et tout. J'étais en mode, ok, peut-être que du coup, c'est les filles qui me plaisent, etc. Et là, c'était vraiment un truc où pareil. J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Ah ouais, à chaque fois, tu te renfermais, en fait. Ouais, en plus, j'étais en lycée privé catholique à Chelles, tu vois. Bon, c'était pas super pratiquant et tout, mais c'était un peu niveau ouverture d'esprit. Genre, il y avait peut-être... je me souviens, dans le lycée, il y avait un mec ouvertement gay. Et lui, même, c'était un vaillant, hein, parce que... vu l'environnement que c'était, il avait du courage. Avec le recul, je me rends compte à quel point, tu vois, il y avait lui et peut-être une autre fille où ça se voyait qu'elle était lesbienne, mais elle le disait pas, tu vois. Donc, c'était des trucs où... Même si j'avais des petites représentations, il y a ce truc aussi où je pense que quand t'as la pression, tu veux pas être... c'est tes potes, mais tu veux pas qu'on te catalogue non plus, tu vois, c'est l'instinct de survie, c'est humain, tu vois, après c'est ça. Donc voilà, après c'est des trucs que... Et plus tard, c'est plus tard que j'ai vraiment compris, je pense... Est-ce que tu peux nous parler de cette transition, de quelles sont les démarches que t'as faites? Est-ce que t'en as parlé à ta famille? Et moi, la question aussi que j'aimerais poser, c'est au niveau de ta religion. Quelles ont été les questions que tu t'es posées et est-ce que tes parents ou ta famille ont mis cet aspect-là sur la table? Alors, bah, je vais parler un peu de du coup le parcours de transition, le moment où je me suis vraiment lancé dedans, etc. Bah, du coup, c'est un moment où j'avais déjà commencé à côtoyer les milieux LGBT, où je m'assumais comme lesbienne, j'avais déjà présenté du coup. En fait, moi, la chance que j'ai par rapport à ma famille, c'est que je pense qu'une des valeurs principales qu'on a, c'est vraiment l'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance et la bénédiction d'être beaucoup aimé. Donc, même quand je leur ai présenté mon ex, qui était une fille à l'époque où je m'identifiais comme lesbienne, ça a été très bien pris par tout le monde. Il n'y a pas eu de rejet de quoi que ce soit. Et du coup, ça fait que, à ce moment-là, bon, après, c'est pas la même chose qu'annoncer une transition. Mais là, déjà, c'était un bon signe, etc. Et après, du coup, quand je côtoyais les milieux LGBT, où je m'assumais en tant que lesbienne masculine, hein, et que j'étais entouré de semblables, etc., il y a quand même un moment où je me disais, mais en fait, c'est pas... Je suis entouré des miens, je suis dans mon espace, qu'est-ce qui fait que... T'es pas encore à Voilà, l'aise, c'est ça. Et c'est un moment où, du coup, je savais que ça existait les hommes transgenres. Des fois, je regardais des documentaires sur YouTube, des témoignages de gars qui avaient leur chaîne YouTube, etc. Et j'avais un peu ce moment où je me disais, c'est de la curiosité malsaine, pourquoi je suis intéressé comme ça, c'est bizarre et tout. Après, j'ai juste compris que c'est juste que je voulais lancer le pas. Et après, bon, à ce moment-là, j'ai pas trop en contact avec ma famille, après c'était pour d'autres raisons. Donc ça fait que quand je me suis lancé dans ce parcours, en fait, c'est comme si j'avais rien à perdre de ce côté-là. Donc après la démarche, à l'époque c'était un peu plus compliqué de commencer que maintenant. Donc moi je vais le dire ouvertement, et c'est pas quelque chose que je conseille de faire, mais moi j'ai commencé en pirate. En fait, j'ai commencé en fait, parce qu'en fait, c'est un traitement hormonal. Donc, en France, pour les hommes transgenres, il y a ce qu'on appelle l'androtardil. C'est de la testostérone sans concentré, en fait. Et c'est des injections intramusculaires. Après, la posologie, ça dépend en fonction de ce que l'endocrinologue te dit, etc. Mais en fait, c'est une ampoule de 1 millilitre. Et en fait, quand tu la casses, même si tu prends pas tout, en fait, c'est plus stérile, donc tu dois t'en débarrasser. Mais souvent, quand tu commences, en fait, tu commences le dosage petit à petit. Donc, ça fait que j'ai commencé avec des potes qui commençaient, et du coup, ils avaient la fin de leur ampoule.
Et du coup, toi, on tu apprend, prenais ouais, la- Ok, ok, ok. t'apprends à te piquer toi-même, etc. dans la cuisse et tout. Bon, voilà. Donc, Alors que normalement, c'est censé être suivi. c'est ça, c'est censé être suivi quand Ok, même et tout. Et ok. après, j'ai trouvé un médecin justement qui m'a fait mon ordonnance, qui m'a fait faire tous mes bilans sanguins, qui m'a fait même ce qu'on appelle l'ALD, l'affectation longue durée. Donc en France, en fait, la transition, c'est un peu codé par l'assurance maladie comme une maladie que tu as toute ta vie. Dans le sens où la chance qu'on a, c'est que, bon, après, il faut faire des démarches pour avoir accès à ça. Mais en fait, tes démarches par rapport à la transition, tes soins, etc., sont pris en charge au-delà de, enfin, À 100%? jusqu'à, pas tout, enfin, la testostérone, c'est pris en charge à 100%. Ok. Pour ma mammectomie, l'opération de la poitrine, ça a été pris en charge aussi. J'ai juste payé la chambre d'hôpital, mais parce que j'ai décidé aussi de passer par l'hôpital public, de me, voilà, conformer à certaines choses sur Paris, etc., pour des gens qui veulent peut-être des meilleurs résultats ou une meilleure prise en charge ou un meilleur Faut accompagnement. aller dans le privé. Ça va être le privé, c'est par contre, ça peut être des 5 000, 10 000 euros, ou si t'as pas une bonne mutuelle, c'est pas pris en charge. C'est pour ça que, il y a aussi beaucoup ce discours de oui, les personnes trans, on leur paye tout, mais si je veux me faire des lunettes, bah non, c'est comme avec la mutuelle, en fait. Si t'as pas une bonne mutuelle pour tes lunettes, bah voilà, quoi. Et du coup, c'était ça. Donc après, j'ai pu, du coup, avec ce médecin, être accompagné, faire les choses, parce que c'est quand même important. Enfin, est-ce que tu vois un psychologue aussi ou pas? moi, j'ai dû donner des... Après, moi, j'avais déjà un suivi, bah, parce que la thérapie, c'est important. Je pense que tout le monde devrait, tout le monde devrait faire. Je pense que c'est un must-have dans sa vie. Et pour mon opération, j'ai été obligé de donner la lettre d'un psychiatre, la lettre d'un endocrinologue, en fait, qui a attesté que la démarche a été bonne. Donc, c'est quand même assez codifié quand même pour les opérations. Et encore, j'étais majeur, parce que pour les mineurs, c'est encore plus régulier, etc. Mais du coup, donc voilà. Mais après... Et à cette époque-là, tu travaillais? Oui. Ok. Oui, alors... Et t'en avais parlé à tes employeurs? Alors, il y a une période où, justement, la période où je passais encore pour femme, j'en parlais pas. Ok. Après, quand justement j'ai commencé à passer, etc., il y avait un peu cette question de comment je vais le dire. Quand j'avais pas encore changé mes papiers, etc. aussi. Donc, je me suis un peu renseigné et tout. Et moi, ce que je faisais, c'est que je faisais mes entretiens, etc. Une fois qu'on me donnait la réponse positive, je faisais un mail quand ils me demandaient tes papiers, etc. Je faisais un mail où je tiens à vous préciser que, étant une personne transgenre, mes papiers ne sont pas à jour, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en parler. J'aimerais que tel nom apparaisse sur le contrat de travail ou sur les badges ou sur tous les supports du professionnel, etc. Si vous voulez plus d'informations, j'avais mis un lien de ressources pour les RH qui a une association avait créé, etc. Pour justement que les gens, et en général ça passe. Enfin les gens ils ont juste des questions. Ah mais du coup, comme votre numéro de sécurité sociale c'est toujours 2, on pourra pas mettre monsieur. Je dis oui je sais, légalement je sais, mais du moment que vous avez compris, c'est plutôt ça. Et en fait moi comme je dis, je pense que ma grande bénédiction c'est que jusqu'ici j'ai pas rencontré de vraiment rejet frontal ou vraiment très brutal, que ce soit ma famille, même par rapport à la transition, ma famille, tout le monde a... Personne n'avait rien à redire. Et moi justement là c'est intéressant qu'on parle du secteur du travail, parce qu'on a fait un sujet dessus. Quand les gens s'attendent justement à voir une femme et d'apparence c'est un homme qui arrive, comment un peu quel est leur regard? Est-ce qu'ils posent tout de suite des questions? Est-ce que tu entends un peu des bruits de couloir? Et toi, comment tu te sens un peu à ce moment-là? Alors souvent au début, quand il y avait cet échange-là justement, souvent mes CV et tout, je mettais mon nom d'usage qui est, enfin voilà, et donc c'était vraiment au moment où je donnais mes papiers qu'il y avait vraiment cette question de les gens ils comprennent que je suis trans, etc. Donc et souvent ce que je demandais c'est qu'en fait ça reste au niveau des RH. Ça reste confidentiel parce qu'en soi voilà, donc il y a des entreprises où ça s'est su parce qu'il y a des gens voilà qui ont fait des fautes professionnelles et qui parlent beaucoup, mais en principe moi j'ai toujours fait en sorte qu'au travail ça se sache pas. Après au début de ma transition, souvent les gens, après, physiquement, ils se posaient des questions parce qu'aussi par rapport à mon âge, je faisais très jeune ou qu'à l'époque j'avais une apparence très androgyne. Du coup, souvent la question qu'on me posait, souvent c'est est-ce que t'es gay? Je disais non. Tu vois, donc mais je sentais un peu un truc où surtout que c'était une période où j'avais pas encore fait ma mammectomie, donc il y avait pas mal de choses où je me sentais vraiment où je devais me cacher, où je sentais vraiment que à tout faux pas, les gens ils pouvaient découvrir quoi. Mais maintenant mon nom il est changé, je vais bientôt faire les démarches pour changer de genre sur mes papiers et tout, donc c'est vraiment des questions, des peurs que j'ai plus du tout. Ouais, justement, ça m'a amené à cette question, c'est que est-ce que sur ta nouvelle pièce d'identité, du coup ton sexe changera aussi? Oui.
Alors en fait, ça s'appelle ce qu'on appelle un changement d'état civil et c'est une décision Ok. du tribunal. Donc c'est un dossier doit être monté avec pas mal de pièces. Il faut des Mhm. témoignages de proches, en fait, des preuves aussi qu'on vit vraiment dans la société, dans le genre qu'on dit appartenir. Même pour le changement de prénom. Hein. Pour le changement de prénom, j'ai donné des attestations de mes proches. Donc j'ai pris ma mère, son mari, des amis qui ont bien dit oui, je le connais sous ce nom, il utilise ce nom depuis tant d'années. Même ma petite sœur, et donc ils donnent aussi une copie de leur photo d'identité. C'est très quand même, en fait, faut donner des preuves que vraiment dans la société, tu vis vraiment le genre vers lequel tu veux transitionner. Moi, j'ai une question qui est un peu bête. Je suis désolé de te la poser. Mais c'est, si t'avais, par exemple, un prénom mixte, est-ce que t'aurais changé de prénom ou le fait de changer de prénom, c'est aussi changer d'identité? Est-ce que c'est la première voie qui t'emmène justement à te dire, voilà, je suis une nouvelle personne, entre guillemets. Et est-ce que tu te considères comme une nouvelle personne? Je pense que je l'aurais pas changé. Pourquoi? Parce que je pense que depuis ma jeunesse, Mhm. le fait d'avoir un prénom mixte, ça m'aurait déjà beaucoup facilité. Ok. Tu vois, parce que Ouais, ok. moi, j'ai toujours envie aussi les gens qui avaient des prénoms genre, tu sais, Andrea, Gabriel, tu vois, les Ouais. trucs où ça passe un Mhm. peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport à être une nouvelle personne, je pense pas. Je pense que je suis juste l'aboutissement, on va dire, peut-être l'épanouissement. Parce Mhm. que je pense qu'avant, comme j'ai dit, en fait, j'habitais pas mon corps. C'est-à-dire que Mhm. y a pas mal de choses où même, je m'intéressais à la mode, mais c'est comme si je savais pas comment m'habiller. Tu vois, c'est vraiment des trucs, je sais pas comment Ouais, t'expliquer, pris entre tu deux, vois. là, je vois ce que T'es tu pris veux entre dire, deux ouais. choses et tu sens que c'est comme si tu vois quelle vie tu pourrais vivre, Mhm. mais tu peux pas la vivre. Ok. Tu vois, je sais pas comment. Ouais, Et non, après, je quand vois tu ce que prends tu veux cette dire. décision de le faire, Mhm. moi, ça a été libérateur à plein de Mhm. niveaux et surtout, encore, je redis la chance que j'ai eue que ma famille, elle accepte sans broncher, Mhm. que ce soit ma mère et surtout le fait que aussi, bah, j'ai transitionné, on se parlait pas et quand c'est-à-dire, ils me revoient, changement physique, etc. J'ai aussi une autre petite sœur à qui j'ai dû lui dire qu'est-ce que t'en penses, Mhm. etc. Donc il y a pas mal de choses où j'avais peur, mais j'ai eu de la chance. Donc je pense que là, je suis juste encore plus solide sur mes appuis, genre et plus fort et que je suis un peu au. Après, c'est aussi malheureusement des années qu'on perd dans une vie, une transition. Pas qu'on perd, mais comment expliquer? C'est comme tu dois repasser par une puberté, tu dois repasser par une Ah ouais, tu redécouverte repasses de par tout ça. toi. Bah parce que les changements hormonaux, c'est ça au début, Ok, tu vois. En fait, d'accord. Ouais. pour que ça stabilise, c'est un peu le temps de. Moi, je prends Ouais, des je vois ce hormones que tu veux dire. depuis 2018 maintenant. Ok. Et Ok. tu continues à en prendre? Ça à vie. Les Ok. hormones, ça à vie. D'accord. Surtout, bah, si tu fais l'hystérectomie, par exemple, si tu fais enlever tes ovaires, t'as plus aucun organe qui produit des hormones. Donc, Ok. la testostérone, Ah c'est à ouais. vie. Ok. Ce genre de choses. Donc, les hormones, c'est à vie. Après, il y a des gens, au bout d'un certain âge, ils se disent, bon, ils ont plus besoin s'ils gardent leurs organes génitaux, etc., ils se disent, bon, s'ils ont plus besoin, c'est sûr qu'à 80 ans, Mhm. s'il a 80 ans, Ouais. t'as ta barbe et tout. Ouais. Il y a des effets qui sont réversibles, il y a des effets qui sont pas réversibles. Mais pour le reste, ouais, hein, c'est. Ok. Ouais. Et justement, est-ce que ça implique des douleurs, toutes ces injections, ces hormones que tu prends, parce que bah on voit aujourd'hui que bah il y a de la barbe. Comment tu te sens quand tu prends toutes ces hormones que tu reçois dans ton corps? Alors, je pense que c'est pour ça que c'est important Mm. le suivi médical quand tu fais ça, parce que Ok. c'est des choses, ça peut atteindre tes reins, ça peut atteindre ton foie. Et les hormones aussi, on se rend pas compte, mais même dans le cerveau, ça régit beaucoup de choses. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que je devenais fou. D'ailleurs, j'ai pris une pause un moment parce qu'en fait, les émotions, je les ai processées de façon différente parce que c'est vraiment des choses qui régulent vraiment Ah ouais. ça fait Ouais, partie ouais. les hormones, ça régule le cerveau aussi dans les Ok. humeurs, etc. Genre, donc il y a pas mal de choses où, ben, par exemple, maintenant, je pleure plus. Enfin, c'est pas que je veux pas pleurer, mais je vais pas avoir des sanglots ou même si j'ai des gros chagrins, genre ça va pleurer. Mais ma larme elle va couler, mais j'ai pas de T'as pas ce comme sentiment avant, tu vois, quand tu ouais. pleures, quand tu lâches, quand après t'es là, t'es essoufflé et tout, ça m'arrive plus. Genre, je dis pas que je suis plus triste. Bien sûr, bien sûr. Je dis pas ça, mais c'est la façon dont il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ça, tu vois. Même si on essaye de un peu se détacher des fois de dire, bah, être un homme, c'est ça parce que les hormones et tout. Il y a dans les hormones quand même des fonctions régulatrices d'humeur qui font que ça peut expliquer certaines choses. Après, je pense que c'était ça qui était un peu compliqué. Et après aussi, la testostérone, bah, si t'as encore ton utérus, bah, c'est pas compatible. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes de santé comme des kystes, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'à terme, c'est bien de faire l'hystérectomie comme ça. Voilà. Donc, mais après, en termes de douleur, de trucs vraiment, non. Genre non, c'est en plus des fois je vois ça comme tu sais un diabétique qui va prendre son insuline quoi. Moi c'est insuline, tu vois surtout que maintenant je peux faire mes injections tout seul ou chez l'infirmière, genre c'est
c'est un truc où je me dis, ouais, c'est vraiment moi qui prends la main sur mon traitement et tout, et maintenant, je me dis, ouais, c'est, Ok. Et quelles ont été les transformations physiques sur ton corps? Parce que tu parlais tout à l'heure, par exemple, il y a certaines personnes qui se font enlever les ovaires. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu peux un peu nous décrire les changements physiques que tu as effectués Par rapport à les hormones, ce que ça a causé, ce genre de choses. Exactement. Ou Mhm. peut-être, je sais pas, tu parlais tout à l'heure de... Comment ça La s'appelle? mammectomie. La mammectomie, Ouais, c'est exactement. l'ablation, en fait, des Des seins, seins. C'est ok, ça. d'accord. Ouais. Et est-ce que, si je peux me permettre, tu as changé de du coup? Alors, j'ai pas encore fait cette opération-là. Ok. Mais il faut savoir aussi que c'est un parcours qui est très très long, Ok. très très coûteux. Ça se fait en 3 à 4 opérations. Ah ouais, et c'est des ok. choses où on veut vraiment prendre le temps De faire. de rechercher quel chirurgien va la faire, Bien sûr. où tu vas la faire, combien ça va te coûter aussi. Ça se fait en France? Oui, ça se fait en France. Il y a des Ok. chirurgiens qui le font. Il y a plusieurs techniques qui, justement, il faut choisir la technique, etc. Et c'est pas mal de... Et c'est encore justement du temps que tu prends de ta vie Bien sûr. pour... Ouais. Voilà, donc c'est des Mhm. choses où il faut bien choisir aussi quand tu fais ça, parce qu'il y a la convalescence, etc. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Mais sinon, après, c'est pas tout le monde qui veut forcément faire le parcours en entier, pour des raisons diverses et variées, etc. Mais ouais, il y a plein de façons, je pense, de vivre sa transition. C'est pas tout le monde aussi qui a les mêmes effets par rapport aux hormones. C'est pas dit que tout le monde va bien réagir. C'est pas dit que tout le monde va... En fait, c'est comme la puberté pour tout le monde, quoi. Je sais pas comment Ouais, non, expliquer. je vois ce que tu Genre, veux c'est dire. ça, et ça met un petit moment avant de se stabiliser, quoi. Je sais que moi, Mm. j'ai commencé, par exemple, en 2018. Je sais que, bon, là, j'ai un peu de poils et tout, mais je sais qu'aussi, la génétique fait que moi, je vais pas être un mec avec, Oui, avec ouais, tu vois, une super grosse barbe, mais Ouais, là, ouais, ça me va, tu vois, j'ai ouais, la voix ouais. qui a baissé, j'ai la pilosité. Mm. Pour moi, c'est vraiment, et puis, mais c'est de la répartition des graisses aussi qui change. Mm. C'est vraiment ça, les effets principaux. Et après, Et moi, j'aurais une question parce qu'on parlait justement de la transition de genre. C'est plus compliqué de passer de femme à homme ou homme à femme, ou les deux sont tout aussi complexes, entre guillemets. alors moi, je dirais, après, je vais dire, je suis pas le représentant de ma communauté, je vais plutôt dire un messager. Ok. Pour justement construire des ponts, ouvrir la voie, etc. Parce que comme je dis, il y a tellement de parcours et tellement d'identités que Bien sûr. chacun est propre. Mm. Dans ma façon de voir les choses, je pense que aussi une partie pour laquelle moi ça a été si bien accepté par ma famille, pourquoi les gens voient pas ça comme un truc aussi sensationnel que autre, c'est parce que j'ai gagné un privilège. Maintenant, je peux être dehors à n'importe quelle heure, je peux marcher. Non, mais en vrai de vrai, moi, j'ai vraiment connu ce changement de... Il y a une époque où jamais j'aurais pris le Noctilien, jamais j'aurais marché à pied de tel endroit de Paris en pleine nuit. Et c'est des trucs, parfois, je me rappelle quand justement mes potes meufs, je leur dis, ouais, dis-moi que t'es bien rentré. Et comme ça, je me dis, c'est vrai que... Et pas mal de choses. Et aussi le fait de... Quand les gens, ils savent pas que je suis trans, c'est-à-dire je peux être au taf, les gens, ils vont avoir des propos super misogynes ou des discours. Je vais écouter, je vais pouvoir casser certaines idées qu'ils ont sans qu'ils sachent, parce que je leur dis, ouais, mais tu penses pas que... Ouais. Donc ça fait que je dirais que du coup, moi, ma vie, je dirais pas simplifiée, parce qu'être une personne transgenre, homme ou femme, c'est quand même un lot de difficultés, de choses par rapport à la vie, etc. Mais être une femme, c'est déjà plus dur qu'être un homme. Donc être une femme transgenre, ça expose à plus de violence. En fait, il y a aussi ce côté où elles sont un peu surmédiatisées par rapport à nous. Genre, les gens, ils savent pas forcément que les hommes transgenres, ça existe. Pourquoi? Parce que déjà, je sais pas comment dire, les critères pour passer pour un homme, genre si tu ressembles à un garçon dans la rue, on va pas t'analyser pour dire est-ce que c'est vraiment un garçon, est-ce que sa barbe elle est vraiment bien connectée, est-ce que alors qu'une fille, est-ce qu'elle est bien apprêtée, elle a des grands pieds, elle est un peu, alors que des fois c'est pas forcément des femmes transgenres, tu vois, mais et surtout en plus justement comment les femmes noires aussi elles peuvent être perçues, des fois on va les comparer à des hommes, des trucs comme ça, donc imagine les femmes transgenres noires aussi, ce qu'elles vivent, etc. Donc c'est pas mal de choses où je sais que être une femme trans, ça expose à beaucoup de violence, beaucoup de choses où, justement, et je pense aussi, c'est ce truc aussi, parce que la féminité, c'est pas vu comme un bon truc, entre guillemets. Donc les gens, ils vont les voir comme des gens qui, un peu, renoncent à le fait d'être un homme pour être une femme. Et il y a des gens, ça, dans leur inconscient, parce qu'on est aussi formaté à penser comme ça va les outrer, ils vont se dire c'est un truc de ouf, genre juste, il y a des gens où juste voir une femme trans passer dans la rue, et une femme trans vraiment où je dis tu peux, entre guillemets, voir qu'elle est transgenre quand elle va passer, il y a des gens juste voir ça peut les mettre dans une colère, mais pourquoi mais pourquoi, c'est ça la question, genre pourquoi au final, qu'est-ce qu'il y a de quelqu'un qui fait sa vie, qui marche, qu'est-ce qui agresse dans ton existence de voir ça? Il y a tellement de choses, hein. Il y a des gens qui sont voilés, ça dérange, donc là quand on est
quand il y a une identité, les gens ils connaissent pas forcément, et quand on connaît pas forcément, on est mauvais, on a des mauvaises réactions, on est souvent formaté. Et donc, mais ça me fait penser à, est-ce que toi, t'as subi justement des agressions verbales ou physiques par rapport à ça? Non. Non, En fait, même je pas. pense que ce qu'on a pu me mettre, essayer de me prendre à partie par rapport à, c'est, on va me dire des trucs homophobes, parce qu'on va voir que je suis avec des personnes gays, avec d'autres personnes trans, etc. Donc, c'est souvent ce que je vais prendre. Mais moi, j'ai eu de la chance de jamais subir vraiment d'agression transphobe ou autre. Après, il y a des fois on va dire peut-être des choses c'est plus du fétichisme, on va dire, que vraiment, voilà. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu d'agression ou de paroles qui m'ont... Ok. Et tu parlais de fétichisme, ça m'amène aujourd'hui du coup, aujourd'hui, comment se passent tes relations? Parce qu'aujourd'hui, forcément, tu côtoies des femmes. Et comment ça se passe? Est-ce que, enfin, la question un peu que je me posais, c'est est-ce que, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui expliques dès le départ, ou est-ce que tu attends un peu? À quel moment, entre guillemets, c'est le bon moment pour pouvoir dire à la personne? Alors, je pense qu'il y a beaucoup ces idées reçues. Les gens, ils pensent souvent que les personnes trans, après, quand je dis les gens, je vous mets pas dedans, mais Non, c'est bien vraiment sûr. les généralités qu'on ouais. a où ça va être caché, ou alors souvent ce truc qui va revenir en gros, il a fréquenté une femme trans, mais il savait pas. Toutes les personnes trans que je connais, et moi en général, moi, c'est pas forcément quelque chose que je vais dire d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ça relève quand même de mon intimité, de ma vie privée. C'est-à-dire que si, dès le début, on n'est pas sur des bases de créer une intimité ou quelque chose de voilà, pour moi, la personne n'a pas besoin de le savoir s'il n'y a pas quelque chose de romantique ou autre qui va être poursuivi. Voilà. Après, moi, comme je suis assez ouvert là-dessus, il y a pas mal de sphères ou autres où ça se sait déjà. Donc déjà, mais j'ai dû vraiment apprendre aussi à naviguer un peu cette chose, parce que en fait, quand j'ai transitionné, j'étais en couple. Donc, il n'y a pas eu cette question qui s'est posée de est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Parce que j'étais en couple avec une fille bisexuelle, etc., qui était dans les milieux un peu LGBT et tout. Donc, je savais que ça allait pas poser de problème. Donc, ça aussi, c'était une chance où j'étais accompagné par rapport à ça. Il n'y avait pas cette crainte de voilà. Mais après, du coup, quand je me suis retrouvé célibataire et que j'avais avancé dans ma transition, il y a justement ce stade où je me dis, purée, quand je vais devoir rencontrer des personnes, maintenant, on va voir trouver quand je le dis, etc. Et c'était un peu, des fois, un peu complexe, un peu délicat parfois. Mais souvent, moi, j'essaie de le dire le plus tôt possible, à ma convenance aussi. C'est-à-dire que si j'estime que t'es pas une personne qui mérite de le savoir, en gros, que c'est pas une information pour moi que tu vas prendre d'une bonne façon, pas forcément dans le sens bien le prendre, mais en gros, l'utiliser à bon escient. Si tu prends pas ça comme juste une information pour mieux me connaître et c'est juste une façon de me catégoriser, c'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit. C'est pour ça qu'au travail, etc., je fais en sorte que ça se sache pas. Tout simplement pour moi et comment je suis vu, etc. Mais moi, par contre, une question, excuse-moi de te couper, c'est que c'est très intéressant ce que tu dis. Et est-ce que, là, on parle beaucoup, et d'ailleurs, c'était un sujet qu'on a abordé avec Blandy, d'influence des réseaux sociaux et notamment des applis de rencontres. Est-ce que, par exemple, est-ce que déjà, t'as déjà été sur des sites de rencontres et du coup, tu te catégorisais comment, du coup? Parce que dès le départ, la personne, elle le sait. C'est ça. En fait, je crois que Tinder, à l'époque, il n'y avait pas encore homme trans dessus. Mais moi, justement, il y a eu en fait, moi, j'avais relié mon Instagram. Et je crois que je mettais dans ma bio haute. Donc, en fait, justement, au début, moi, je faisais en sorte d'entrée de jeu. En fait, c'était une période où je me dis, je préfère que la personne, elle voit directement, comme ça, ça enlève une épine du pied après. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas. Il y a déjà des fois où, justement, et ça arrivait aussi à pas mal de personnes trans à l'époque sur les réseaux, où, en fait, les comptes, ils se font signaler parce qu'il y a des gens, ils vont voir, et ils vont te signaler en mode, mais, parce qu'ils comprennent pas, justement. Alors que toi, tu mets dans ton profil, et en soi, t'as le droit d'exister. Après, bon, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. On force personne. C'est ça, c'est pas forcé. Mais oui. Mais du coup, ça rejoignait aussi ce truc de me outer à quel moment le faire, etc. Et moi, en général, j'attendais, juste de me sentir safe avec la personne. Et de me dire, bon, si une autre fois on se revoit ou un autre truc, ça doit aller plus loin, je préfère te le dire. Comme ça, c'est toi qui vois. Si t'as des questions à me poser, tu me les poses. Si tu veux pas me poser de questions, si ça t'intéresse pas, c'est pas ton truc. Et c'était quoi les réactions en général? Moi, j'ai jamais eu de réaction vraiment disproportionnée. Ça a toujours été vraiment ça a rien changé. Ça a jamais mis ma vie en danger. J'ai jamais eu de réaction vraiment
Vraiment, non. Est-ce que tu penses que, du coup, ça marche bien dans ce sens? Parce que Jasmin, tout à l'heure, posait la question, est-ce que c'est mieux de tourner d'un côté ou de l'autre? Parce que peut-être la femme, là, se sent peut-être plus en sécurité, parce que tu la comprends peut-être un peu plus. Est-ce que tu penses que c'est un peu à ton avantage par rapport à une personne qui aurait fait la transition de l'autre côté? Je pense que ça dépend, hein, parce que la compassion, l'empathie, c'est des qualités que t'as, peu importe ton genre. Donc si, même avant ou après, t'es quelqu'un, tu t'en fous de l'autre, que t'es connu, ça fait quoi d'être une femme, ça va pas forcément changer. Mais je pense que il y a des choses où je peux mieux comprendre, c'est sûr. Il y a des choses où on n'a pas besoin de m'expliquer, ça c'est sûr. Et puis même après, comment j'ai pu être élevé, etc. Ça fait que oui, il y a des choses que je connais déjà, qu'il n'y a pas besoin de m'expliquer. Mais après, il y a aussi des choses que j'oublie parce que ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas eu ce vécu de femme que voilà. Donc, je pense que ça peut être un plus. Comme ça peut être aussi, des fois, je reste aussi une personne transgenre, des fois, en relation avec des fois, ça peut être, enfin, des femmes cisgenres. Donc, il peut y avoir ce décalage aussi où des fois, elles vont, et justement prendre comme si j'ai pas mon vécu d'homme trans, c'est-à-dire que oublier un peu que justement moi j'ai eu des années un peu où j'ai dû me trouver qui j'étais, faire en sorte de devenir qui j'étais, et que ça peut faire perdre des années dans ton parcours un peu social, tes accomplissements, ce genre de choses. Ok, moi j'aurais une question pour Blandy, parce que avant d'aborder ce sujet ici devant les caméras, on en a parlé ensemble, et je voulais avoir son avis. Et sous ton contrôle, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, je lui disais, en fait, et la question, elle était marrante, hein, mais légitime. Je lui disais, en fait, si on a une personne transgenre, on n'a pas forcément besoin d'avoir un homosexuel. Parce que moi, après, et encore une fois, comme je t'ai dit, c'était mon idée reçue, même si j'ai pas de parti pris, mais je me disais que, étant donné que c'est une transition, c'est que tu es également homosexuel dans un premier temps. Dans un premier temps, tu es dans une phase où tu es homosexuel. Et Blandy me disait, non, quand t'es transsexuel, en fait, t'es pas homosexuel. Donc, je sais pas si aujourd'hui, Blandy, en ayant discuté cette discussion avec Jelani, tu vois, ton opinion a changé. Et je sais pas quelle réponse tu m'apporterais aujourd'hui si je te posais la même question. J'aime le challenge, en fait, c'est intéressant parce que quand on discute avec lui, en fait, il nous fait comprendre que lui, il était déjà attiré par les filles à l'époque. C'est ça. Et forcément, vu qu'il a fait la transition maintenant de femme vers homme, on peut se poser la question, est-ce que, en fait, d'entrée, il n'était pas juste une lesbienne, mais qui ne se sentait pas bien dans son corps. Mais après, je reste quand même campé sur ma position, que je pense pas qu'il est homosexuel. Je pense que, comme il a dit, au-delà de son sexe, c'est qu'il ne se sentait pas bien de son corps. Maintenant, après, pour faire un peu avancer, il y a beaucoup de questions, justement, qui ont parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, qui circulent aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est le sexe. Et tu en as un peu répondu dans ton introduction, un peu, Jelani. Et nous, ce qu'on nous a appris en biologie, c'est que les chromosomes de la femme et les chromosomes de l'homme. Aujourd'hui, quand nos femmes sont enceintes, on va faire les échographies, on nous dit ça sera un garçon, ça sera une fille. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que ce concept va être un peu difficile à accepter. Donc, comment aujourd'hui, toi, Jasmin, tu te positionnes un peu sur cette question? Est-ce que pour toi, le genre est juste attrait au sexe, ou est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est autre chose? Alors moi, je dirais que j'ai mes convictions religieuses qui vont me dire qu'effectivement, et moi aussi, je vais me dire que voilà, les chromosomes sont différents. J'avais pas la perception et le retour de Jelani sur la question, qui aujourd'hui peut-être va m'amener à une autre réflexion. Mais je te dirais que moi, voilà, pour moi, c'était comme tu l'as si bien dit, si tu vas à l'échographie, on te dit c'est un garçon, c'est une fille, et ça va pas plus loin. Tu vois, c'était vraiment, pour moi, il y a des garçons, il y a des filles. Maintenant, je suis conscient que justement, il y en a qui sont pas à l'aise dans leur peau, qui vont aller vers des transitions et qui vont se sentir à l'aise, acceptés. Et moi, en fait, je respecte. Moi, au-delà du genre, il y a l'humain. Pour moi, il y a un humain et ça va au-delà de mes convictions, si je peux me permettre. Donc, je peux ne pas être d'accord. Je peux donner des valeurs à mes enfants en disant que voilà, il y a le papa, il y a la maman. Mais je comprends, tu vois. Je comprends. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est en fait, je suis content de voir que tu es à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content de te retrouver
Et tu vois, ça m'aurait attristé de voir, par exemple, la fille que j'ai connue, pas à l'aise, tu vois, avec, elle est, peut-être, elle se fait du mal à son corps, etc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va consulter, peut-être que t'es pas bien dans ton corps, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, je sais pas si ça répond à ta Non, question. tout à fait. Très, très, très bonne Mais question. si je peux me permettre de rebondir justement cette question, ce qui est, Bien sûr. ça peut être marrant, parce que justement, vous avez fait une vidéo sur la vasectomie, ce genre de choses, mais Yes. imaginons, demain, t'as un accident, tu te retrouves, voilà, ton membre, tu peux, putain, ça t'as plus rien. Est-ce Ouais. que si ça t'arrive, tu vas commencer à vivre ta vie en tant que femme? Parce que tu n'as plus cet attribut. Pour justement Très bonne question. détacher le débat un peu de cette notion d'appareil génital, de sexe, justement. Est-ce que tu ne seras plus un homme après ça? Est-ce que l'homme que t'es, ça tient qu'à ça? Bah écoute, c'est une très bonne question et moi j'aime toujours me permettre d'utiliser un peu 3 angles, 3 axes, qui va être l'aspect culturel parce que je suis français d'origine congolaise. Le deuxième, c'est la religion parce que je suis chrétien. Et le troisième, ça va être ma situation personnelle. Aujourd'hui, je suis marié à une femme, j'ai 4 enfants. Donc forcément, demain, comme tu disais, s'il m'arrive un accident et que je commence à me comporter d'une façon différente, chez moi, ça va forcément choquer un peu tout le monde. Et même au vu de ma femme, bah, pour elle, elle a épousé un homme. Demain, de me lever, de lui dire, bah écoute, moi aujourd'hui, je sais pas, parfois aujourd'hui, tu vois, il y a des hommes qui mettent du vernis. On dit oui, pourquoi les hommes commencent à mettre du vernis? Moi, personnellement, j'ai des enfants. Si mon fils demain il me dit, papa, je vais mettre du vernis, pour rigoler, oui. Mais après, tu vois, il faut voir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est super intéressant ce sujet parce que on a aussi des enfants et on doit aussi les éduquer. Et moi, c'est vraiment un honneur. On a eu vraiment beaucoup d'invités qui sont venus et je pense que pour Jasmin et pour moi aujourd'hui, on est vraiment très honoré de t'avoir parce que tu vas pouvoir en fait briser beaucoup de tabous. Et comme Jasmin a dit, je souligne ce point, c'est que les gens qu'on reçoit, on veut qu'ils viennent en fait donner un témoignage. Pas juste venir et dire voilà moi comment mon idée sur ça ou ça, c'est de donner son témoignage et forcément de voir que tu es à l'aise dans ta peau, bah, on est super, super content. Et moi, je vais, du coup, je t'ai permis de répondre à la question. Et moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Parce que si j'ai bien compris, c'est en fait, la question, c'est que demain, et je touche du bois, je fais un accident de voiture et on me dit, Jasmin, on va devoir vous enlever votre appareil génital. Et moi, après, encore une fois, j'ai du mal à me projeter sur, tu vois, sur quelque chose qui m'arrive pas. Donc, je serais pas, là, je vais vous donner une réponse qui n'est peut-être pas la réponse que j'aurais à l'instant T. Mais je pense pas que ça me changerait. Tu vois, C'est ça, tu vas pas changer de genre après ouais, ça, c'est voilà, pour ça. c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien, je sais Ouais. plus, j'avais vu ça, je crois, sur internet ou autre, cet exemple-là. Ouais. Pour un peu justement détacher Ouais. ce truc qu'on dit, bah, appareil génital neutre, bah, justement, Mm. oui et non, parce que ton identité, tu l'as construite d'homme, Ouais. tu l'as construite à travers d'autres choses aussi. Mm. Justement, ta culture, ce Bien que c'est sûr, d'être un bien homme sûr, dans ta bien sûr. culture, dans ce que Mm. tu as appris, etc., tes valeurs, etc. Et moi, j'aurais une question pour vous deux. Enfin, même 2 questions, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. On a encore tellement de choses à se dire, mais malheureusement, on arrive à la fin. C'est la première question, c'est la suivante. En fait, c'est deux personnes homosexuelles peuvent se marier librement à New York, mais ces 2 autres personnes, elles vont dans un pays musulman, et là, c'est la peine de mort. Donc, on est dans le même monde, mais en fait, avec des mentalités totalement, diamétralement opposées, qui font que bah, ces personnes ne seraient pas acceptées. Et la deuxième question, c'était, c'est un peu, parce qu'avec Blondie, on voulait parler également notamment, et toi, tu l'as très bien précisé dans ton introduction, c'est qu'en Afrique, on est un peu en retard sur cette vision-là. Et Blondie me disait que en France, en Occident, l'homosexualité, on est quand même en avance dessus. Mais, moi, j'aimerais mettre un mais, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes le football notamment, nous, on est des passionnés de football, il y a des homosexuels, mais on le sait pas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il y avait un joueur de Liverpool, je sais pas si vous êtes au courant, un joueur de Liverpool qui a contacté, je vais pas donner son nom, hein, mais je pense que vous la connaissez, vous avez entendu parler d'elle, une influenceuse, entre guillemets, qui couche avec des individus, elle a couché avec 100 personnes en 24 heures, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, vous voyez de qui je parle. Et je veux pas lui donner du crédit. Et du coup, elle a été contactée par ce joueur de Liverpool, et il lui a dit, ah, t'as de la chance. Et elle lui dit, comment ça, j'ai de la chance? Bah, elle lui dit, bah, t'as couché avec 20 hommes dans une journée.
Et du coup, elle lui dit, du coup, t'aimerais faire la même chose avec des filles? Il dit non. Et du coup, il lui dit, est-ce que tu peux me présenter, 20 hommes également pour que moi aussi, je réalise ce fantasme-là? Et du coup, tu te dis, et les gens, ils se posent des questions, mais ils disent, mais attends, c'est un joueur de Liverpool, donc quelqu'un de connu, il est titulaire ou sur le banc? Parce que, tu vois, elle dit, non, c'est quelqu'un qui est titulaire. Donc, je vous laisse cogiter. Et là, en fait, on n'en parle pas. Aujourd'hui, ça reste quand même un tabou, même en Occident. Alors, sur le premier sujet, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des pays arabes ou même des pays en Afrique, le Zimbabwe, l'homosexualité, si demain tu te prononces, c'est la peine de mort ou c'est de la prison aussi. Mais voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, en Occident, on a quand même la chance d'avoir les choses un peu plus ouvertes. Notre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, est une personne homosexuelle, même si oui, c'est pas forcément assumé qu'il s'affiche avec la personne, mais au moins on le sait. Je pense qu'il y a peut-être 10-15 ans, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Maintenant, sur la deuxième question, c'est, si je me trompe pas, pourquoi c'est un tabou dans le sport? Surtout, après, il faut dire que le football, surtout, parce que tu parles du football, c'est un milieu quand même assez machiste. Donc, arriver aujourd'hui et dire, et en plus, moi, je donne un exemple, on a joué au football, quand tu vas dans les vestiaires, tu te mets tout nu. Donc, moi, si demain, je sais que mon coéquipier, il aime les hommes, on est des garçons, on se comprend. Je vais quand même avoir un peu peur ou dire, est-ce qu'il me regarde, est-ce qu'il me regarde pas? Donc, de ce fait, écoute, c'est des choses qu'il va falloir ouvrir, il va falloir discuter. Et justement, ces exemples-là, le problème, c'est que les gens doivent faire leur coming out. On doit avoir des gens comme Djelan qui doivent venir et dire, voilà, moi, je suis footballeur professionnel, moi, je joue au tennis, voilà, si vous pensez que j'ai une copine, non, j'ai pas de copine, j'ai un copain et vice versa. Et ça permettra d'éduquer les gens et faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent en parler. Moi, ce sujet, je pense que, alors c'est vrai que le fait que légalement il n'y ait pas de peine, de quoi que ce soit, c'est bien. Mais en France, je crois que c'est jusqu'en 1991, la transidentité, c'était encore considéré comme une maladie mentale. Il y a aussi l'histoire de thérapie de conversion. Là, on voit aussi aux États-Unis en ce moment, il y a un grand retour en arrière qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes transgenres, elles ont beau avoir fait tout leur parcours, faire changer leurs papiers, etc. Ils leur renvoient des passeports avec leur ancien genre d'avant. Ce qui est quand même assez dingue. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, souvent on aime bien, enfin je dis on, c'est généralité encore une fois, mais pointer du doigt justement l'Afrique, tel pays ou autre, on va dire, oui, c'est un peu plus en retard ou autre, mais il faut pas oublier aussi un peu ce qui a un peu créé toutes ces idées, etc. Et aussi les réalités de ce qu'on vit ici, parce que c'est vrai que en France, c'est vrai, c'est bien à plein de niveaux, mais voilà, par exemple, Gabriel Attal, c'est bien, mais je pense que la visibilité, c'est plus on n'en est plus au stade de faut être visible. Maintenant, comme tu dis, faut qu'il y ait des sportifs qui fassent des coming out, faut qu'il y ait des gens qui parlent et que les choses soient brisées. Voilà, mais après, je pense par rapport au monde du sport, c'est des questions d'argent et c'est des questions aussi, les gens, ils veulent pas trop toucher à ce genre de sujet parce que, en plus, le foot, c'est une machine aussi, toute la pub, toute la culture autour de ça, où je pense que ça va pas être fin d'un jour, hein, malheureusement, mais c'est ça, faut que les gens, ils aient le courage de prendre la parole, mais pour ça, faut qu'ils soient au courant que derrière eux, justement, ils ont leur communauté de gens ou que qui peuvent soutenir, qui peuvent les soutenir et leur donner de la force dans ça et pas les pointer du doigt ou autre, quoi. Et je vais te laisser finir, Jasmin, et je voulais juste dire une dernière chose, c'est que en fait, tu parlais justement du foot et tu sais, le foot, comme certaines personnes disent, en Angleterre par exemple, le foot c'est une religion. Donc tout ce qui est attrait à la religion, les gens ne veulent pas trop toucher, ils veulent pas trop en parler. Et forcément, ça va être vraiment difficile. Ça évolue quand même dans les religions, même le pape François qui commence à reconnaître, mais même si dans l'église catholique, c'est pas reconnu, mais voilà, il commence, même dans les religions, même dans l'islam, je vois qu'ils commencent à... Ça change pas, on change pas les dogmes. Mais voilà, il y a certaines personnes, pour pas donner les religions, qui commencent à se dire que voilà, potentiellement, bien sûr. C'est quelque chose qui existe. Et donc, je suis désolé, on arrive à la fin, on va devoir conclure. Donc, je vous remercie. En tout cas, je pense qu'on devra faire une partie 2 parce qu'on avait encore plein de choses à se dire. En tout cas, merci Djelani de nous avoir accompagnés sur ce sujet très complexe qu'on n'aurait pas pu aborder aussi bien sans toi. Donc là, je pense qu'on a vraiment... tu vois, l'objet qu'on avait, qui était d'éduquer notre communauté, je pense qu'on l'a rempli entièrement aujourd'hui. Donc, un grand merci à vous deux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter,
Comme je le mentionne à chaque fois, on a vraiment besoin de vos encouragements et ça passe par là. Ça prend quelques secondes. On est sur tous les réseaux s'affichent juste en dessous. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Nandi, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci encore une fois de nous avoir suivis pour notre podcast Entre Chien et Loup. Merci encore à vous deux. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter via la chaîne WhatsApp ou à scanner le QR code afin de pouvoir laisser votre témoignage. On vous attend sur le plateau ou sinon sur WhatsApp. Merci. C'était Blandi pour Entre Chien et Loup. À bientôt. Ciao.